La dernière fois, on s'est arrêté, on a fait le lambeau de Weidmann original et le lambeau de Kirkland et le lambeau de Newman. Donc, on avait dit que pour le lambeau de Weidmann modifié, c'est-à-dire le lambeau modifié de Weidmann, a été proposé par Ronfiort et Nisl en 1974 et qui représente l'approche chirurgicale de base des lombodytes d'accès, qui est le synonyme du lambeau d'assainissement. Donc, on dit un lambeau d'accès pour l'accès aux racines, etc. Ou bien un lambeau d'assainissement pour faire un assainissement des surfaces radiculaires, etc. Dont le but, c'est de permettre, bien sûr, une instrumentation directe des surfaces radiculaires. C'est pour ça qu'on l'appelle un lambeau d'accès. Donc, car il permet une instrumentation directe des surfaces radiculaires, bien sûr, tout en préservant au maximum les tissus parodontaux. D'accord? Et ça, c'est l'objectif de lambeau modifié de Weidmann. Parce que le lambeau de Weidmann originel, qu'est-ce qu'il consistait? Il consistait à faire l'ablation de tout le lambeau, de tout l'épithélium de la poche, comme vous voyez ici. Donc, le lambeau de Weidmann original. Donc, ici, on fait deux incisions de décharge qui sont donc c'est une chirurgie qui est très méticuleuse, donc avec deux incisions de décharge, puis vous allez éliminer une autre incision qui correspond à la profondeur de la poche parodontale, une incision horizontale, puis vous allez enlever tout l'épithélium de la poche, y compris la papille, etc. Donc, on avait remarqué que ce lambeau est contre-indiqué pour les zones esthétiques. L'inconvénient est avec, bien sûr, c'est qu'il est très invasif grâce secondairement aux incisions, bien sûr, de décharge verticale, où la cicatrisation se fait par seconde intention. La cicatrisation par seconde intention, ou bien deuxième intention, c'est-à-dire qu'elle prend beaucoup de temps pour la réépithélialisation, c'est-à-dire la reformation de l'épithélium, puis la réorganisation tissulaire et les nouveaux fibres de collagène, etc. Donc, c'est pour ça Ronfiort et Nisl en 1974 ont proposé ce lambeau qui représente l'approche thérapeutique chirurgicale de base des lombodytes d'accès ou bien des lambeaux d'assainissement. J'ai dit dans le but est de permettre une instrumentation directe des surfaces radiculaires tout en préservant au maximum, bien sûr, les tissus parodontaux. Donc, ce type de lambeau est indiqué pour tous les types de parodontite, quand, bien sûr, la hauteur de la gencive attachée est suffisante. Si la hauteur de la gencive attachée de votre patient est insuffisante, et ce lambeau est contre-indiqué. D'accord? Donc, pour la procédure, on avait dit qu'il faut faire tout d'abord que ce lambeau est caractérisé par après avoir fait une anesthésie, il est caractérisé par 3 types d'incisions qui sont effectuées dans cette technique de lambeau modifié de Weidmann. Donc, la première incision, ou bien l'incision initiale, elle est, j'ai dit, à biseau interne. À biseau interne, c'est-à-dire que l'orientation de votre lame de bistouri se fait dans ce sens, c'est-à-dire presque parallèlement à la surface dentaire, d'accord? Donc, à biseau interne, c'est en direction corono-apicale, c'est comme ça, d'accord? Elle est corono-apicale, c'est-à-dire le manche, il est par là. Par contre, l'incision à biseau externe, elle est comme cette photo, c'est-à-dire le manche, il va de l'apex vers la couronne. Donc, elle est apico-coronaire. Donc, la première incision, elle est à biseau interne, comme le montre cette photo, et elle est située vestibulairement et lingualement, bien sûr, du côté vestibulaire. Puis, vous allez faire la même chose du côté lingual. Donc, elle est parallèle au grand axe de la dent et elle est située à 1 mm de la gencive marginale. D'accord? Donc, elle est située à 1 mm de la gencive
marginal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après? On va faire une élévation d'un lombo mucopériosté à partir de cette incision. C'est comme si vous allez créer un rebord marginal qui est situé à 1 mm ici. Donc, à partir de cette incision, vous ramenez le décolleur. Après, vous la localisez pas au niveau du sulcus, mais au niveau de l'incision que vous avez tracée. Donc, quand je localise mon décolleur, celui-là, ici, je décolle un lombo mucopériosté, c'est-à-dire que vous allez jusqu'au contact osseux quand vous faites l'incision. Après décollement, cette partie de 1 mm, puisque la distance c'était à 1 mm, donc il y aura un bandeau qui reste collé aux dents, un bandeau de gencive marginale qui reste collé à sa place avec les papilles, bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous allez après faire? Après, on fait une deuxième incision intracellulaire parce qu'on avait fait ici, on avait laissé un bandeau. Donc, on va faire la deuxième incision au niveau intracellulaire. Donc, la première, elle est à biseau interne, est située à 1 mm du rebord marginal, décollement d'un lombo, puis une deuxième incision. Donc, vous aurez un bandeau qui est mobile, comme ça. Une deuxième incision qui se fait intracellulaire autour de la dent et qui se fait en direction de la crête osseuse. C'est-à-dire, quand vous allez introduire le bistouri ici, vous allez ressentir le contact osseux la crête osseuse qui est située à 2 mm au-dessous de la jonction amylo-cimentaire. Ça, c'est clair. Donc, qu'est-ce que vous allez après faire? Vous allez faire une troisième incision horizontale, comme ça, dans ce sens, qui va couper ce bandeau. Donc, il va couper tout le bandeau. Donc, c'est une troisième incision horizontale à proximité de la crête alvéolaire et qui libère, elle est ici, une troisième incision, et qui va libérer la bande gingivale inflammatoire. Donc, vous aurez comme si une bande, toute cette bande, elle sera enlevée. Donc, après, vous allez faire un débridement des surfaces radiculaires, c'est-à-dire un surpassage, vous allez enlever tout le tissu de granulation, puis vous allez repositionner votre lombo à sa place, puis vous allez faire vos points de suture, d'accord? Donc, les avantages de ce lombo de Wiedemann modifié, c'est que la cicatrisation se fait par première intention. Pourquoi? Ici, pourquoi la cicatrisation se fait par première intention? Allez, je l'ai expliqué la dernière fois. La cicatrisation se fait par première intention dans ce lombo. Pourquoi? Pour le lombo Wiedemann originel, on avait dit que la cicatrisation, son inconvénient, c'est qu'elle se fait par seconde intention. Ici, elle se fait par première intention. Pourquoi? Personne ne le sait. Pourtant, je l'ai expliqué. Vous étiez présent la dernière fois, n'est-ce pas? Ici, la cicatrisation se fait par première intention. Pourquoi? Parce que le lombo, il est repositionné dans sa place. C'est-à-dire la plaie que vous avez créée ici pour le surpassage, elle a été recouverte. C'est-à-dire le lombo, il est replacé dans sa position. Donc, généralement, la cicatrisation se fait par première intention. Et pourquoi aussi? Parce qu'il n'y a pas d'incision de décharge verticale, en mésiale comme ça et en distale. Donc, on avait juste décollé. Et quand on décolle et on replace, après, la cicatrisation se fait par première intention. D'accord? Quand toute plaie n'est pas exposée, la cicatrisation se fait par première intention. C'est-à-dire quand il y a un lombo qui va la recouvrir. D'accord? Donc, il y a généralement un confort post-opératoire dans ce cas-là. Mais il y a un seul inconvénient de cette technique, c'est que après avoir enlevé ce bandeau, il y a un risque de créer ce qu'on appelle, après cicatrisation, de créer ce qu'on appelle les récessions gingivales post-opératoires. C'est-à-dire des récessions gingivales qui ne sont pas physiologiques ou bien pathologiques, qui sont post
post-opératoires. Elles sont dues à la cicatrisation, parce qu'après cicatrisation, il y aura une petite rétraction de la gencive. C'est ce qu'on appelle la rétraction cicatricielle de la gencive. Donc, on va perdre quelques millimètres. Donc, ça peut créer ce qu'on appelle les récessions gingivales post-opératoires, et même les secteurs interdentaires, comme vous voyez ici, peuvent être déshabités. C'est-à-dire, on pourra perdre les papilles dentaires. D'accord? Ça, c'est l'inconvénient de cette technique. Retenez ça bien. L'inconvénient, l'avantage, c'est que la cicatrisation se fait par première intention. Et vous avez le confort post-opératoire parce que le lambeau sera positionné à sa place, repositionné. L'inconvénient, c'est que cette technique peut provoquer des récessions gingivales post-opératoires et une déshabitation des secteurs interdentaires, c'est-à-dire une perte des papilles dentaires. Donc, après ce lambeau, il y avait en 1985, il y avait une proposition d'un lambeau, ce qu'on appelle le lambeau de préservation papillaire. Là, j'ai dit l'inconvénient, c'est la perte des papilles. Donc, les auteurs ont essayé de recréer un autre lambeau qui permet de conserver les papilles dans les espaces interdentaires et qui, comme vous le savez, la présence des papilles dentaires dans les espaces interdentaires joue un rôle important dans l'esthétique parce que vous avez les trous noirs ici, c'est ce qu'on appelle les trous noirs, quand il y a les triangles noirs, parce que la forme de la papille, c'est pyramidal, c'est comme c'est triangulaire. S'il y a une perte des papilles, il y aura cette zone interproximale qui sera dénudée, donc il y aura apparition pour le patient. Normalement, la perte des papilles, elle est connue pour les patients comme des trous noirs, d'accord? Donc, c'est disgracieux, c'est inesthétique. Et généralement, ça constitue un motif très fréquent de consultation de la plupart des patients qui souffrent de la perte des papilles après une maladie parodontale. Donc, Guénon et ses collaborateurs, en 1985, ont proposé un autre type de lambeau qu'on appelle le lambeau de préservation papillaire ou bien le lambeau esthétique d'accès. Pourquoi esthétique? Parce qu'il y a conservation. Initialement, le nom qui a été donné, c'est le lambeau esthétique d'accès. Pourquoi esthétique? Parce que il y a une conservation des papilles dans leur place et en même temps accès. Pourquoi? Parce que à partir de ce lambeau, vous allez accéder aux surfaces radiculaires pour le surfaçage et le débridement des surfaces radiculaires. Le but de ce lambeau, c'est que ce lambeau est un lambeau qui est esthétique, d'accord, et permet aussi de conserver la papille après la chirurgie, c'est-à-dire il permet de maintenir l'aspect esthétique. Donc, bien sûr, en évitant l'incision cristal qui sectionne la papille dans le sens mésiodistal comme le lambeau de Wittmann modifié. D'accord? Donc, il évite la section dans le sens mésiodistal et bien sûr de protéger le caillot sanguin proximal. C'est-à-dire au niveau des espaces interdentaires, le caillou sera protégé donc pour la cicatrisation, donc il n'y aura pas perte des papilles. Il n'est pas bien sûr cependant toujours réalisable. Pourquoi? Parce que il nécessite des espaces interdentaires suffisamment larges. Pourquoi? Pour l'accessibilité chirurgicale proximale. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, pour la procédure, comment on va faire? On va faire des incisions intrasiculaires. C'est-à-dire, vous allez faire la première incision. Elle est intrasiculaire au niveau vestibulaire et proximal. Vous allez suivre les papilles aussi dans la zone interdentaire concernée. Puis, on va faire une incision horizontale semi-lunaire, d'accord? À travers, bien sûr, la papille interdentaire, au moins 5 mm des ongles dentaires du côté palatin ou vestibulaire, d'accord? Par exemple, du côté vestibulaire, je fais cette incision.
J'ai suivi toutes les papilles. Puis, je passe du côté palatin. Je fais une incision semi-lunaire. C'est comme ça, semi-lunaire. Voilà. Semi-lunaire. Du côté palatin, à distance, vous avez 5 mm des ongles dentaires. Donc, vous allez laisser, ça c'est la papille. D'accord? Vous voyez les papilles du côté lingual, on ne l'a pas touché. Du côté palatin. Donc, on va faire une incision ici, à distance. Une incision semi-lunaire. Donc, on ne touche pas aux papilles du côté palatin. Puis, quand on fait, on décolle du côté vestibulaire ici, on décolle le tissu interdentaire en pleine épaisseur. Donc, quand vous faites l'incision du côté palatin, vous allez libérer les papilles. Puis après, vous allez les pousser du côté palatin vers le côté vestibulaire, comme ça. Donc, il y aura passage à travers ces espaces interdentaires qui sont larges, avec des diastèmes, généralement. Il y aura passage de ces papilles que vous avez libérées du côté palatin, ils vont passer vers le côté vestibulaire. Donc, vous aurez ce schéma. Donc, les papilles vont sortir de leur place qui est en interdentaire. Vous avez ça. D'accord? Ce sont les papilles qui vont passer du côté palatin vers le côté vestibulaire parce qu'on les a libérées avec une incision horizontale à 5 mm. Pourquoi à 5 mm? Pour ne pas toucher, pour ne pas déchirer les papilles. D'accord? Donc, quand il y a passage, vous allez pousser la papille dans son intégrité, c'est-à-dire en sa totalité, à travers l'embrasure, c'est-à-dire les espaces interdentaires, puis les faces linguales ou palatines vers les faces vestibulaires. D'accord? Et vous allez réaliser, vous allez les maintenir comme ça avec une précelle. Donc, vous aurez toute la papille. Vous n'aurez pas un lambeau comme ça, mais un lambeau avec des papilles qui sont comme ça libérées dans les espaces interdentaires. Voilà. Et vous allez faire votre dédartrage ici. Vous avez l'os qui s'est exposé. Vous avez les dégranulations, etc. Une fois le surfaçage, polissage des surfaces radiculaires qui sont exposées est terminé, vous allez repositionner les lambeaux avec les papilles dans leur place, d'accord? Puis vous allez réaliser des sutures. Généralement, on suture au niveau du côté palatin parce que c'est là où on a libéré avec les incisions semi-lunaires. Alors, l'avantage de cette technique, c'est que cette technique, quel est son avantage? C'est qu'elle permet une préservation des tissus interproximaux, c'est-à-dire les papilles. Donc, elle permet une préservation des papilles. Et c'est son nom qui l'indique. D'accord? Préservation des papilles. Vous avez un recouvrement maximal des défauts osseux interproximaux parce qu'on a conservé les tissus. Donc, il y aura un recouvrement des défauts osseux interproximaux. Et vous avez aussi la cicatrisation qui se fait par première intention. Et ça, c'est un avantage. D'accord? Donc, vous avez cicatrisation par première intention, préservation des tissus interproximaux, c'est-à-dire les papilles, et vous avez le recouvrement maximal des défauts interproximaux. L'inconvénient c'est qu'il y a un risque faible mais existant de la déchirure des papilles. Donc, c'est-à-dire quand vous allez manipuler le lambeau, quelqu'un qui est débutant, qui n'a pas assez d'expérience, quand vous allez pousser les papilles du côté palatin vers le côté vestibulaire ou bien le côté lingual, c'est la même chose quand on est à l'amont début, quand vous allez pousser les papilles, ça risque de, surtout en cas de parodonte fin, il faut faire très attention parce que il y a un risque de déchirure. Et ça, c'est l'inconvénient, c'est le seul inconvénient qui est concernant ce type de lambeau. Est-ce que vous avez des questions concernant ce lambeau de préservation papillaire? Et ça, ce lambeau, on l'utilise fréquemment en chirurgie parodontale, on l'utilise fréquemment, d'accord? Donc, j'ai dit que il faut qu'il y ait un espace interproximal suffisamment large. Si vous avez des dentures, des espaces interproximaux qui sont très serrés, les dents qui sont très serrées, là, il y a un risque de déchirure. Donc, ce lambeau, vous ne pouvez pas le réaliser. Donc, il nécessite un espace interdentaire suffisamment large. Pourquoi? Parce que vous allez
faire passer les papilles du côté lingual vers le côté vestibulaire à travers les embrasures. C'est pour ça ce lombo demande un espace interproximal assez large. Est-ce que c'est compris? Normalement, c'est un lombo c'est clair, très facile. Hein? Est-ce que vous avez compris? La chose commune pour pour tous ces lombos, c'est pas de retenir la technique, mais la chose commune, c'est qu'il y ait un accès ça c'est le but, c'est d'accéder aux surfaces radiculaires. Vous devez les voir comme ici pour faire une dégranulation, un détartrage des surfaces radiculaires, d'accord? Ça c'est le but commun de tous les lombos qu'on a fait. Si vous n'avez pas de questions, je passe au lombo suivant. Oui, bon, monsieur. Oui, c'est bon. Très bien. Ça, je l'ai dit. Le lombo déplacé, maintenant, nous allons voir le lombo déplacé apicalement. La dernière fois, pour la classification des lombos, je vous ai dit qu'il y a la classification selon l'épaisseur. On avait dit qu'il y a les lombos à épaisseur partielle, d'épaisseur partielle et les lombos d'épaisseur totale. Mais concernant l'emplacement du lombo à la fin de la chirurgie, on avait dit qu'il y a les lombos replacés, comme le lombo de Wiedmann, c'est-à-dire à la fin de l'intervention, vous allez repositionner votre lombo à sa place initiale. Et il y a les lombos, ce qu'on appelle lombos déplacés, d'accord? Ou bien voilà, les lombos déplacés, donc soit coronairement, soit latéralement, soit apicalement. On avait dit que les lombos déplacés latéralement et coronairement sont indiqués dans la chirurgie plastique parodontale que vous allez faire dans les greffes, dans les lombos, pour le traitement des récisions gingivales que vous allez faire dans la chirurgie mucogingivale. C'est un cours à part, d'accord? Mais tout ce qui nous intéresse pour les lombos d'assainissement, c'est ce qu'on appelle le lombo déplacé apicalement, d'accord? Donc, ce lombo a été proposé en 1962, donc Friedman a décrit ce lombo, ce qu'on appelle le lombo apicalisé, ou bien déplacé apicalement, qui est une modification du lombo de Nabers, qui a été fait en 1954, et qui avait la particularité de permettre de visualiser les lésions parodontales, bien sûr, en déplaçant l'ensemble du complexe gingival apicalement à son niveau initial. C'est-à-dire, si le tissu mucogingival a été dans une position, donc à travers ce lombo, vous allez le repositionner à une position plus apicale par rapport à sa position initiale. Alors, l'objectif de les objectifs de ce lombo, c'est qu'il y a d'abord et de conserver bien sûr le tissu kératinisé existant. Bien sûr, on ne va pas l'éliminer, mais on va le conserver, mais on va le déplacer apicalement et on va éliminer les poches parodontales. Donc le but, c'est d'éliminer les poches parodontales et il est indiqué aussi, il est utilisé aussi pour les chirurgies résectrices et dans l'élongation coronaire. Je vous ai dit la dernière fois, si vous avez par exemple une racine comme ça, il n'y a pas de couronne, il n'y a pas de couronne ici parce qu'elle a été fracturée par exemple. Vous avez comme ça la gencive, vous avez donc vous avez tout un petit pot. Donc vous ne pouvez pas faire une restauration prothétique avec une couronne prothétique en prothèse. Donc vous ne pouvez pas réaliser. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez recréer un espace, c'est-à-dire la limite, elle devra être en supragingival. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un lombo déplacé apicalement, c'est-à-dire on fait une incision, un décollement, puis s'il y a nécessité, on va mesurer la profondeur. S'il y a une nécessité, on fait une petite ostéotomie, puis on va resuturer le lombo à un niveau plus apical. Vous allez le pousser parce que le lombo, quand il a une laxité, vous pouvez le pousser, vous pouvez le tirer, d'accord? Donc, on va le pousser, on va le suturer un peu apicalement à sa position initiale. C'est ce qu'on appelle l'élongation coronaire. Ça, c'est l'élongation coronaire. Donc, il est indiqué pour toutes les chirurgies résectrices, là où vous allez toucher à l'os, et dans l'élongation
coronaire que je viens d'expliquer pour une restauration prothétique ou bien on sait pour les restaurations des fractures dentaires par la carie en sous-gingivale. D'accord? Donc, il est utilisé aussi pour le dégagement chirurgical à visée orthodontique d'une dent incluse. Si vous avez, par exemple, des dents comme ça, vous avez les dents. Vous avez, par exemple, une canine qui est incluse ici. Donc, pour le déplacement, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire une incision et on va resuturer le lombo à un niveau plus apical. On va faire une ostéotomie, on va découvrir la couronne, on va placer le bracket de l'ODF pour permettre la traction de cette dent. Donc, ce type de lombo est utilisé pour la chirurgie, ce qu'on appelle à visée orthodontique. D'accord? Donc, quand il faut une collaboration entre un orthodontiste, un spécialiste en ODF, avec le spécialiste en parodontologie pour faire ce type de chirurgie, parce que il y a une nécessité, parce que il y a une traction orthodontique que le parodontologiste ne peut pas le faire, et il y a une chirurgie pour le dégagement chirurgical que l'ODF ne peut pas le faire. D'accord? Donc, il faut une collaboration entre l'ODF et la paro pour ce type de dents incluses qui nécessite un dégagement chirurgical. Donc, ce lombo est utilisé pour ce type de chirurgie. Ce lombo est utilisé aussi en cas de traitement des périimplantites. Les périimplantites, comme vous le savez, c'est une inflammation, c'est une destruction osseuse autour de l'implant. Donc, ça nécessite un lombo qui est déplacé apicalement. Pourquoi? Pour l'exploration des spires de l'implant. L'implant, c'est comme, j'ai mal schématisé, l'implant, il est comme ça, il a des spires. D'accord? C'est comme une vis. Donc, quand il y a atteinte ou une infection, c'est pas comme une racine, on peut faire un surfaçage. Donc, il y a des spires de l'implant, on ne peut pas le faire un surfaçage parce qu'il y a une surface qui est rugueuse. Il y a de l'os qui comble les espaces. Donc, vous ne pouvez pas faire un surfaçage. Qu'est-ce que vous allez faire? Un lombo. On va explorer les spires qui sont à tête, puis nous allons faire un surfaçage avec les ultrasons. D'accord? Pas manuel, mais avec les ultrasons. Donc, ça, c'est le lombo. Pour la technique, nous allons voir la technique. Pour la technique, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, ici, j'ai dit, voilà le moignon de la prothèse, donc pour la restauration. Donc, la limite, si on va, il y a nécessité, donc il n'y a pas un respect de l'espace biologique. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire une incision abysso interne, comme celle de Widmann modifié que je vous ai montré, bien sûr en fonction de la profondeur de la poche et de l'épaisseur de la gencive. Puis, nous allons réaliser ça, c'est la première incision abysso interne, à quelques millimètres du rebord gingival. Puis, nous allons réaliser 2 incisions verticales, en mésial et en distal, bien sûr, qui va faciliter le déplacement apical du lombo. Ça, c'est le lombo. Quand vous faites une incision comme horizontale, puis vous incision, donc vous allez, au niveau des ongles, petit à petit, vous allez faire une petite incision pour pouvoir déplacer. Donc, vous prenez le bout avec la précelle et vous allez à chaque fois couper, couper, couper jusqu'à avoir le lombo. D'accord? Donc, vous allez faire un lombo ici qui est total, un lombo d'épaisseur tétale, muco-périostée, au-delà de la ligne muco-gingivale. Donc, vous avez la ligne muco-gingivale à cet endroit. Donc, vous avez au-delà de la ligne muco-gingivale. La ligne muco-gingivale, elle sépare la gencive attachée de la muqueuse alvéolaire. N'est-ce pas? Donc, ce lombo, donc, il pourra être de préférence, si vous allez toucher à l'os, de préférence, il doit être mucopériosté, donc d'épaisseur totale. Puis, vous allez éliminer la collerette de tissu marginal, ici. Puis, vous allez réaliser un détartrage et un surfaçage une fois la racine est exposée. Puis, vous allez redessiner le contour osseux à un niveau plus apical, c'est-à-dire vous allez toucher à l'os, c'est-à-dire vous allez éliminer un peu d'os de quelques millimètres selon la hauteur souhaitée, d'accord? Puis vous allez après repositionner le lombo au niveau de la crête osseuse redessinée, d'accord? Comme vous le savez, la gencive, le rebord de la gencive, il doit être
toujours à 2 mm de la crête osseuse, n'est-ce pas? Si vous avez la gencive, pardon, je dois reprendre. Par exemple, vous avez la gencive ici, elle est en rouge. Le niveau gingival, il est là. Donc, si vous avez la crête osseuse, elle doit être à peu près à 2 mm. 2 mm. Donc, ça, c'est la crête osseuse. Si vous avez la gencive après fracture, c'est ça ce qu'on appelle l'espace biologique. Si vous avez la gencive au même niveau que la crête, c'est-à-dire ici, il y a ce qu'on appelle une violation de l'espace biologique. D'accord? Donc, il faut faire une restauration de l'espace biologique par ce type de lombo. Donc, vous allez enlever la gencive, vous allez découvrir la crête osseuse qui est au même niveau que la gencive. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit toucher à la crête, on va l'éliminer. On va éliminer une hauteur de 2 mm pour que la crête soit à distance de ce lombo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va replacer le lombo à un niveau plus apical, puis la crête qui est en dessus, parce qu'on a éliminé. D'accord? Puis, on aura ce qu'on appelle un lombo qui est repositionné apicalement. Donc, son niveau, il était là. Donc, regardez combien on a déplacé le lombo. Donc, on l'a poussé en direction apicale. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce type de lombo? Pas de questions? D'accord? Donc, je passe au dernier lombo qu'on va faire aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le distal wedge. Alors, ce lombo, il est appelé aussi une incision cuniforme, d'accord? Donc, c'est une technique qui est fréquemment utilisée en parodontologie pour l'élimination chirurgicale des poches parodontales. Il est aussi utilisé en chirurgie pré-prothétique avant de faire une restauration prothétique pour l'élongation, bien sûr, coronaire au niveau des zones distales des dernières molaires mandibulaires ou maxillaires et maxillaires, d'accord? Que ce soit à la mandibule. Donc, la dernière dent, vous avez en distal. Donc, s'il y a une poche parodontale qui est localisée en distal de la dernière molaire, que ce soit une deuxième molaire ou bien une dent de sagesse, là, ce lombo est utilisé pour accéder à cette zone qui est inaccessible à l'instrumentation manuelle, c'est-à-dire son lombo. Donc, on doit recliner un lombo. Il est utilisé aussi en cas d'éruption incomplète de la dent de sagesse. C'est ce qu'on appelle les dents de sagesse enclavées. C'est-à-dire, il y a un petit capuchon qui recouvre la racine et qui l'empêche de faire son éruption complète sur l'arcade. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce lombo pour pouvoir faciliter l'éruption de la dent et aussi pour l'élimination des poches parodontales en distal des molaires. Alors, donc, pour la technique, il y a deux variantes pour cette technique. Donc, vous avez soit le lombo triangulaire. Pourquoi triangulaire? Parce qu'il prend la forme d'un triangle, celui-là. Soit le lombo rectangulaire, parce qu'il a la forme d'un rectangle. Le lombo triangulaire, il est indiqué pour supprimer une poche distale de la dernière dent de l'arcade, donc il est utilisé généralement à la mandibule. Donc, comment il est réalisé? Donc, vous avez faire les premières incisions qui sont convergentes, d'accord? Trace en surface, c'est-à-dire que vous allez réaliser en surface, ici sur la crête, derrière la dernière dent, vous allez tracer un triangle à base mésiale. C'est-à-dire, sa base, elle n'est pas en distale, mais elle est en mésiale, c'est-à-dire comme ça, dans ce sens. Voilà. Donc, la base, elle est là. Elle est du côté mésial. Pas comme ça. Hein. Ça, c'est faux. Donc, l'incision,
la base, elle est toujours ici, du côté mésial. Ça, c'est distal. Donc, le sommet, il est distal. Donc, vous allez réaliser ça. Donc, vous avez les premières incisions, elles sont convergentes. Donc, vous allez faire 1 et 2, ce que vous voyez en vert, d'accord? Vous allez faire 2 incisions convergentes, d'accord? Et qui tracent un triangle à base mésiale et qui délimite le tissu à retirer. Donc, c'est-à-dire la grandeur du triangle, c'est en fonction, si vous voulez éliminer ça, vous allez agrandir le triangle jusqu'à ici. Donc, la surface du triangle, elle est égale à la quantité, j'ai dit qu'il est à base triangulaire, donc il surpasse un triangle, donc à base mésiale, qui délimite le tissu à retirer. Donc sa surface, elle est en fonction de la quantité de tissu que vous voulez enlever, d'accord? Les deuxièmes incisions, elles sont divergentes et qui sont dirigées du centre vers l'extérieur et qui visent à exciser le bourrelet gingival. D'accord? Donc, elles vont éliminer le bourrelet gingival distal, donc, et le tissu conjonctif, bien sûr, le tissu conjonctif sous-jacent et donc la poche parodontale. Donc, après, vous allez faire, une fois cureté, etc., vous allez faire un surfaçage de la zone avec élimination des tissus de granulation de la poche, puis vous allez réaliser des points de suture. Pour le lambeau rectangulaire, il est indiqué généralement dans le cas de crête de forme rectangulaire. Donc, quand la crête est de forme rectangulaire, donc vous allez faire la même chose, des tracés d'incision, etc. Donc, la suite, donc des étapes, elles suivent les mêmes étapes que celles du lambeau triangulaire. Quant à la cicatrisation après la chirurgie à lambeau, donc immédiatement, c'est-à-dire dans les 24 heures après la fin de l'intervention, c'est-à-dire après replacement du lambeau et suture, vous allez remarquer la formation d'un petit caillou de sanguin, donc qui par la suite, 1 à 3 jours après, donc la chirurgie de la lambeau, donc l'espace entre le lambeau et la dent où l'os est plus mince et les cellules épithéliales migrent à la périphérie du lambeau. 1 semaine après, ce caillot sanguin va être remplacé par ce qu'on appelle le tissu de granulation. Donc, je crois que vous avez fait, on en a pas l'année passée, la cicatrisation, je crois. Donc, vous savez c'est quoi les étapes. Donc, caillot sanguin. C'est pour ça, on vous dit qu'il ne faut pas, après par exemple une extraction, vous avez un caillot sanguin qui se forme à l'intérieur de l'alvéole. On vous dit qu'il ne faut pas se rincer la bouche, il faut éviter les bains de bouche. Pourquoi? Pour ne pas perturber le caillot, parce que ce caillot est très indispensable pour la coagulation et pour la formation d'un tissu de granulation qui est nécessaire à la cicatrisation. Donc, 1 semaine après, va se former le tissu de granulation, puis 2 semaines après, donc il y aura apparition des nouvelles fibres collagènes qui vont être disposées parallèlement à la surface de la dent. Puis, 1 mois après la chirurgie, il y aura ce qu'on appelle une réépithélialisation, donc une crevasse gingivale entièrement épithélialisée. Et bien sûr, il y aura un réarrangement fonctionnel des fibres supracrestales gingivales. Donc, les fibres supracrestales vont être réorganisées et vont être fonctionnelles. Donc, ça demande à peu près 1 mois pour une cicatrisation complète. Maintenant, je ne sais pas si je peux, donc je vais vous projeter en animation. Donc, je vais arrêter le partage. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Voilà.
Excuse-moi, une minute. Oui, on le voit. Est-ce que vous voyez l'écran, s'il vous plaît? Oui, monsieur, on le voit. S'il vous plaît. Oui, monsieur, oui. Vous voyez la vidéo? Oui. Ah, très bien. Donc, je vais la commenter, hein, d'accord? Donc, ça, c'est pour pardon, je dois couper le son. Ça, c'est un lambeau de Weidmann modifié, d'accord? Donc, pour le lambeau de Weidmann modifié, ça, c'est la première incision. On avait dit que la première incision, elle est à biseau interne. Vous voyez l'orientation de la lame, donc elle se fait pas en intracirculaire. Si vous avez bien remarqué, elle se fait à 1 millimètre. Voilà, à 1 millimètre du sulcus. Donc, vous allez faire une incision à biseau interne. Puis, vous allez décoller un lambeau, comme ça. Vous allez voir cette collerette de la gencive qui est restée, d'accord? On l'a réalisé du côté vestibulaire, puis maintenant du côté lingual, toujours à 1 millimètre. Après décollement, vous aurez ce tissu. Voilà comment libérer le bandeau gingival que je vous ai montré la dernière fois. Donc, vous allez tout éliminer. Ça, il correspond à l'épithélium de la poche. Puis, vous allez repositionner, vous allez faire un surfaçage, un curetage. Là, il est en train de faire un surfaçage. Donc, vous voyez l'os. Quand vous réclinez un lambeau, vous allez voir la surface radiculaire exposée. Voilà. La bifurcation, vous allez faire un détartrage soigneux, comme vous voyez ici, avec irrigation. Il faut toujours avoir une irrigation. Là, il est en train de faire une ostéoplastie à l'entrée de la bifurcation parce qu'il y a une irrégularité, il y a un défaut osseux. Donc, il y a un rinçage abondant pour éviter le réchauffement, puis il y a repositionnement, puis des points de suture. Maintenant, il est en train de faire des points de suture. Est-ce que vous avez compris maintenant la technique? C'est facile en principe. Oui, monsieur. Très bien. Donc, je vais vous montrer après un lambeau de... Arrêtez. Je vais vous montrer après un lambeau de... Pardon. Excusez-moi, lambeau de préservation papillaire. J'espère que c'est celui-là. Est-ce que je l'avais mis? C'est... Oui, monsieur. Très bien. Alors, ici, il a commencé par faire une incision ici, parce que ça, c'est le lambeau de esthétique. Donc, il fait une incision de préservation papillaire. Donc, il fait une incision intracirculaire, n'est-ce pas? Donc, il va faire de proche en proche, dent par dent, d'accord? En respectant, on suit la forme, voilà. Ça, c'est l'incision intracirculaire. La lame est introduite Maintenant, là, il est en train de décoller. Ça, c'est le décollement. L'instrument, c'est le décolleur, d'accord? Vous voyez comment on décolle? Contre la surface, c'est comme une cuillère, contre la surface osseuse, voilà, et on fait vers l'extérieur. Voilà, ça, c'est le décollement. Vous voyez le mouvement de décollement? Avec, bien sûr, une aspiration à la canule, voilà. Donc, on a tout décollé. Puis, une fois décollé, vous avez respecté là. Maintenant, il est en train d'éliminer le tissu de granulation. Vous voyez ces petites, ici, comme là, ici, voilà. Là, en espace interdentaire, c'est un tissu de granulation. Il doit l'enlever. C'est inflammatoire. C'est un tissu inflammatoire. Donc, et il est en train de faire voilà, le curetage, le surpassage. Maintenant, du côté lingual, il vous a montré devant un miroir. On vous montre devant un miroir. Du côté lingual, palatin, voilà. Il a aussi récliné un lambeau. Maintenant, pourquoi il coupe? Il est en train de régulariser l'idée d'épaissir le lambeau et éliminer les irrégularités. Maintenant, c'est un détartrage aux ultrasons. Du côté, ça c'est un lambeau d'accès normal. Hein.
Voilà. Ça, c'est l'élimination avec une fraise, les irrégularités osseuses et dentaires. D'accord? Un aplanissement de la surface. Voilà. On essaie de recréer les embrasures maintenant pour redonner à la surface osseuse une architecture physiologique pour éliminer les défauts. Quand il y a un défaut comme ça, il est angulaire ce défaut. Donc voilà, ça c'est un comblement. C'est une chirurgie que vous allez faire après, hein, pas l'objectif de notre cours d'aujourd'hui. Mais j'ai dit que, je vais m'arrêter ici. J'ai dit que le lambeau d'accès est indiqué pour les chirurgies de complément dans la chirurgie régénératrice. Euh, pour faire une greffe osseuse, pour faire un complément de l'os synthétique, on doit récliner un lambeau. Ça, c'est une indication. Donc là, il est en train de combler le défaut. C'est une lisse qui est angulaire. Une fois terminée, on fait des sutures. Voilà. Maintenant, ça, c'est les sutures, les points de suture. Voilà. Donc, repositionnement de la papille suture du côté vestibulaire lingual. On fait un point. Voilà. Un point simple. Puis, on coupe. La même chose. Donc, toutes les papilles, on va les suturer, resuturer. D'accord? Vous allez passer du côté vestibulaire vers le côté palatin en évitant bien sûr la déchirure des papilles. N'est pas assez distant de la gencive. Donc, il faut recréer cet espace. Voilà, ça, c'est la réaplatissement de la crête osseuse, donc pour redonner une architecture physiologique. Donc, voilà le contour, amélioration du contour. Donc, là, c'est une incision mycopériostée, puis nous allons faire des sutures. Voilà. Ça, c'est du côté palatin, à travers un miroir. Bon. Donc, je vous ai juste montré comment se fait le principe d'un lambeau. Est-ce que vous